Bonjour tout le monde, alors cette vidéo existe parce que une autre vidéo de la chaîne a été censurée. Je vous explique. Je suis allé au courant du mois de juillet au salon Biozen à Font-Romeu. Pour les 50 ans du CNRS, j'étais sur place. Et donc on m'a emmené en plus vers ce festival un petit peu ésotérique avec des choses très écologiques, mais dans le sens plutôt d'une écologie anti-scientifique. Et il y avait sur place une dame qui faisait des conférences, qui avait un stand, qui vend des publications, qui est férocement anti-ondes. Elle prétend partout qu'elle sait, qu'elle a des preuves que les rayonnements électromagnétiques de nos appareils sont dangereux pour la santé, qu'ils causent le cancer, qu'ils causent Alzheimer, qu'ils causent tout ce que vous voulez. On a eu une longue discussion. Et donc cette personne qui se définit comme une journaliste scientifique indépendante, qui a une œuvre publique, dont le nom est d'ailleurs connu, d'ailleurs je vous le dis, c'est Annie Lobé, est venue perturber les conférences des 50 ans du CNRS, notamment la mienne. Elle s'est imposée à la fin, elle a voulu faire des démonstrations, etc. On l'avait conduite, le public ne voulait pas l'écouter parce qu'il n'était pas là pour ça, quoi. Et donc le lendemain, je suis allé au festival Biozen, écouter un peu sa conférence. Je suis ensuite passé à son stand et je lui ai demandé si elle voulait qu'on en parle. Parce qu'elle tenait absolument à ce qu'on parle pendant ma conférence et ce n'était pas le moment. Donc dans un festival public, dans un lieu public, sur un stand public où elle met à disposition les publications qu'elle vend, où elle prétend qu'elle amène des preuves de la dangerosité des ondes, j'ai proposé qu'on ait une discussion filmée. La caméra était dans ma main, elle l'a vue. Elle était un peu gênée, donc j'ai promis que son visage serait flouté. D'ailleurs, la plupart du temps dans la vidéo, on ne voit que ses mains, on ne voit que la table, et on voit le bas de son corps et ses mains, et on l'entend. Vous voulez faire quoi? Je sais pas, c'est... Oui, c'est possible. Ah bah bien sûr. Donc vous filmez ça? Oui. Ok. Donc je m'appelle Annie Lobé, je suis journaliste scientifique. Elle m'a écrit un peu plus tard en exigeant, en répétant son exigence que son visage n'apparaisse pas à l'écran, et ceux d'entre vous qui ont vu la vidéo savent que j'ai respecté cette exigence. Je pense qu'il faut respecter les exigences des gens par rapport à leur image publique. Mais tout de même, la discussion qu'on a eue porte sur la valeur qu'ont ces publications. C'est une discussion qui était publique, c'est une discussion qui, à mon avis, a un intérêt journalistique. Et donc je suis choqué qu'elle exige la suppression, et je vous lirai son courrier, de l'ensemble de cette vidéo. D'ailleurs, je vais vous lire ce qu'elle m'a écrit. Monsieur, Annie Lobé, je découvre par hasard votre vidéo mise en ligne le 1er septembre 2019 sur YouTube, dont vous ne m'avez pas averti de la publication. C'est vrai, je n'ai pas envoyé de mail à cette dame, mais elle était prévenue que la vidéo allait sortir. Extrêmement surprise qu'un esprit brillant comme le vôtre prenne pour cible une simple journaliste scientifique indépendante sans avoir pris connaissance d'une seule de ses 13 publications, point d'exclamation, c'est la fin du paragraphe. Vous vivez de vos vidéos et vous invitez les spectateurs à vous soutenir financièrement. Dès lors, le buzz que vous créez à mes dépens a un but commercial et non un but de partage et de diffusion des connaissances. Ça ne vous honore pas. Puisque vous n'avez pas respecté mes limitations de diffusion exprimées dans mes mails des 22 juillet et 2 août 2019, par lesquels je ne vous autorisais pas à montrer mon visage ni ma silhouette, même floutée, je vous retire par le présent mail toute autorisation de diffuser des images montrant une quelconque partie, même floutée, de mes mains et de mon corps, ainsi que ma voix, même déformée. Par conséquent, je vous mets en demeure de retirer sur le champ le film que vous avez mis en ligne. Bref. Alors, j'estime que ces demandes sont excessives. Elles portent atteinte à notre travail, qui est de vous informer sur les débats qu'on peut avoir avec les gens qui tiennent des propos qu'on juge antiscientifiques. Et donc, je n'ai pas tellement envie d'accepter de retirer cette vidéo, mais on l'a quand même fait pour éviter des problèmes divers et variés. Pour ceux qui auraient raté la vidéo, sachez que dans cet échange qui a duré plus d'1 heure et dont j'ai gardé un peu moins d'1 heure dans le montage final, on évoquait les ions calcium, donc l'effet des ondes électromagnétiques du téléphone portable, des tablettes éventuellement, des microns, tout ce que vous voulez, sur les ions calcium dans le corps. Et elle a affirmé que les ions calcium rentraient dans les cellules la nuit et qu'elles sortaient dès que le corps était exposé à des rayonnements électromagnétiques, ce qui n'a en fait pas de sens. Elle affirmait qu'il y avait des effets sur l'acétylcholine, que l'heure d'été qu'on applique en France et un peu partout en Europe et aux États-Unis, au Canada, provoquait un décalage et donc un déficit de plusieurs heures de sommeil pendant plusieurs mois
et que ça conduisait à un déficit de mélatonine et donc à des cancers. La preuve étant qu'il y a plus de cancers en Bretagne à cause de leur diété parce qu'ils sont plus décalés par rapport à l'heure normale. Ça repose ça sur rien parce qu'elle n'a pas été capable de me donner des sources. Elle affirme qu'une heure passée devant la télé provoque 21 minutes d'espérance de vie en moins, ce qui me paraît douteux. Elle affirme que les enfants actuels sont plus lents que les enfants d'avant, qu'ils n'ont franchement pas grand-chose à raconter, en gros ils sont un petit peu cons. Et donc depuis 15 ans, cette dame écrit et produit des prophéties apocalyptiques qui annoncent que les jeunes qui utilisent le téléphone portable auront des épidémies d'Alzheimer. Elle avait prédit ça et je crois que ça n'est pas arrivé. Elle existe au travers de ses publications où elle exacerbe la peur des nouvelles technologies. Et évidemment, son nom apparaît partout, sur tout ce qu'elle publie. Son nom apparaît sur le titre de la conférence qu'elle donne au Festival Biozen. Et donc, il n'y a pas de raison que le nom d'une personne qui publiquement dénonce des dangers, sans doute au moins un peu imaginaires, et donc conduit des gens à avoir plus peur que ce qu'ils devraient, il n'y a pas de raison que ce nom soit gardé secret par notre chaîne. Donc ce nom, c'est Annie Lobé, L-O-B-E. Je vous en prie, allez sur Google et regardez un peu ce que vous trouvez. Il n'est pas impossible d'ailleurs que vous trouviez des sauvegardes de la vidéo qu'on a dû retirer. Il n'est pas impossible que des gens aient téléchargé notre vidéo et, apprenant qu'elle a été censurée, décident de la rendre disponible pour tout le monde sur des plateformes où nous, on n'a aucun pouvoir. Et ma foi, si cela arrivait, ce serait dommage, mais je crois que ce sont les risques du métier. Ce vlog que vous regardez présentement existe parce que Madame Lobé n'a pas voulu accéder à ma demande qui figure sur le mail que je lui ai envoyé et que je vais vous lire. Madame Lobé, connaissez-vous l'effet Streisand? Voici comment les choses risquent malheureusement de se passer. Votre exigence de retrait partagée de notre association a déjà fuité. Cette information va choquer nos amis amoureux de la liberté d'expression. C'est plus ou moins en cours. La vidéo sera récupérée par des centaines de comptes et repostée un peu partout, multipliant les liens qu'allumera votre nom dans une recherche Google. Il n'y a rien que je puisse faire pour l'empêcher. Ça, c'est vrai. Si je dois retirer la vidéo, je vais évidemment expliquer pourquoi. C'est ce que je fais maintenant. Et je citerai votre nom pour que le public soit correctement informé et puisse consulter vos productions afin de se faire un avis. Cette annonce fera un nouveau buzz. Et dans les commentaires pleuvront les liens vers les nouvelles copies sauvegardées de cette vidéo. Malheureusement. En d'autres termes, nous aboutirons à l'inverse de ce que vous souhaitez. Je vous propose que nous évitions cela. Je souhaite que vous m'accordiez le droit d'utiliser ces images, floutées, conformément à vos demandes initiales, ce qui évitera les déboires ci-dessus évoqués. En retour, j'accepte par avance d'ajouter un lien vers le droit de réponse que vous voudrez apporter à cette vidéo. Il pourra même être publié sur mon blog La Menace Théoriste. Sans réponse de votre part avant demain, mardi, 20h, je considérerai que vous refusez cette offre amiable et je communiquerai publiquement sur votre censure. En effet, je pense qu'une réaction rapide est désormais nécessaire. Bien cordialement. Voilà, maintenant vous savez. Dans la suite de ce vlog, je vais rajouter l'introduction et la conclusion de la vidéo censurée où personne d'autre que moi n'apparaît et qui vous donne un peu le contexte de ce qui s'est passé et, pour la conclusion, une analyse de la manière dont l'échange s'est produit avec quelques retours critiques sur mon comportement et sur les conseils que je peux vous donner lorsque vous échangez avec des gens qui sont dans des croyances fortes et dans un fort désir de débattre. Voilà en gros ce que j'avais à vous raconter. Je rappelle que cette dame était très heureuse d'échanger. Elle voulait absolument accaparer mon attention et me présenter tout ce qu'elle avait à dire, toutes ces hypothèses, toutes ces théories. Elle était même contente, a priori, que l'on diffuse l'échange pourvu qu'on ne montre pas son visage. J'ai respecté cela. Visiblement, l'accueil critique que reçoivent ces propos dans les commentaires de notre vidéo n'ont pas dû lui plaire. Le fait d'être critiqué, un peu sévèrement, je le reconnais, est difficile à vivre. Néanmoins, je pense pour ma part avoir fait preuve de bienveillance et de patience et d'une analyse qui restait sur le contenu, qui n'était pas moqueuse. Je constate que ce n'est pas suffisant, que cette dame voulait sans doute qu'on dise OK et qu'on soit d'accord avec elle. Ça ne peut pas arriver lorsqu'on dit de la merde. Lorsqu'on dit de la merde, Madame Lobé, lorsqu'on vend des publications qui contiennent des propos qui sont merdiques, Madame Lobé, il faut supporter la critique et je souhaite que vous en soyez capable dans l'avenir et je regrette par avance tous les déboires que votre volonté de censure risque de provoquer.
Et je dis aux autres personnes qui voudraient débattre, quand vous voulez. Voilà, restons constructifs, chers amis, et à bientôt. Bye bye. Alors voilà, je propose un petit débrief de ce qu'on vient de voir ensemble. Cette conversation que vous avez vue a eu lieu dans un contexte particulier, et c'est le contexte qui conditionne ce qu'on peut attendre et espérer d'une conversation. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'était un lieu public, bruyant, pas forcément extrêmement calme. On a été interrompu plusieurs fois. Mon interlocutrice tenait absolument à faire de longues démonstrations techniques sur ce que les ondes font, ce qu'on entend, etc. Bon. Il y avait la caméra à gérer. Personnellement, je n'avais pas prévu de venir discuter de ce sujet-là en me rendant à Font-Romeu, donc j'ai eu aucune préparation et j'ignorais le contenu de la posture de la personne avec qui je discutais. Donc il y a beaucoup de facteurs comme ça qui expliquent que les conditions étaient loin d'être optimales pour que la conversation se passe dans les meilleures conditions. Et à cause de cela en partie, j'estime que ma prestation est assez moyenne. D'ailleurs, ma diction était particulièrement atroce, et je m'en excuse. Alors, écoutez, passons en revue mes différentes erreurs. Alors, j'utilise un ton dans cette conversation qui peut sembler un peu agressif. Qui peut sembler. Je le regrette parce qu'en fait, je ne m'étais pas rendu compte de ça. J'en prends conscience en réécoutant mes phrases en faisant le montage de cette vidéo. Et en fait, dans la vraie vie, j'ai un visage, je souris, en général, je suis de bonne composition. J'ai pu, pendant ce salon, échanger de manière très courtoise avec différentes personnes, ça s'est très bien passé. Mais là, je crois que ça passe peut-être mal à l'image, parce que je ne suis pas à l'image. On ne voit pas qu'en fait je désamorce, on ne voit pas non plus que la personne avec qui je parle rit et sourit. Et donc le mode caméra cachée et le mode comme ça questionnement peut passer par quelque chose d'assez agressif. Et ce qui m'intéresse, c'est comment la vidéo est reçue. Et la vidéo peut être reçue de manière assez négative à cause de cela. Peut-être que des gens qui vont regarder la vidéo vont être rebutés parce qu'ils ont l'impression que je suis un inquisiteur. Et je crois que le sceptique, dans un tel exercice, ne doit pas passer pour un inquisiteur. On doit passer par la personne qui peut être convaincue, mais pas n'importe comment, et qui est prudente et qui est ouverte. Bon, voilà. Donc peut-être qu'à cet égard-là, cet exercice-là n'a pas été une grande réussite. Autre défaut, je coupe trop souvent la parole. Alors, ceux qui me connaissent savent que c'est mon grand défaut, je travaille sur moi, je fais des efforts. Je pense que couper la parole est nécessaire parfois pour demander une précision, pour indiquer un désaccord sur quelque chose sur lequel on veut revenir plus tard, pour dire non, simplement. Mais couper la parole constamment pendant une démonstration, ça coupe l'élan de la personne et ça donne l'impression qu'on n'écoute pas. Même pire que ça, couper la parole peut nous rendre réellement coupables de ne pas écouter pour de vrai. Et ça à proscrire. Si vous n'êtes pas dans une écoute active au moins au début, alors vous ne pouvez pas échanger avec la personne. Donc je crois avoir échangé de manière constructive, mais peut-être que j'ai coupé la parole trop souvent, ce qui fait que ça contribue à rendre le ton agressif. Donc ça rejoint un petit peu le défaut qu'on avait tout à l'heure. En revanche, couper la parole quand en face la démonstration s'éternise, que ça traîne, que ça lambine et qu'on ne voit pas où ça veut en venir, je pense que c'est légitime. On a le droit de dire, écoutez, bon, ça suffit, j'ai compris, passez à la suite, s'il vous plaît, qu'on comprenne ce que vous voulez nous dire. Ce que j'ai fait ici, est-ce que je l'ai bien fait? Je me pose la question. Voilà pour les deux gros défauts, je crois, que j'ai eus pendant cette discussion. Bon, alors je n'ai pas été que nul et atroce durant cet échange, je crois, et je pense avoir réussi quelques petites choses qu'il faut viser. Je crois avoir expliqué à chaque fois pourquoi un argument ne me convainquait pas et dit pourquoi en fait la thèse ne me semblait pas valide. J'ai reformulé ce que je pensais avoir compris de manière à pouvoir vérifier que la personne en face de moi est d'accord avec ce que je reçois de ce qu'elle me dit. Ça c'est hyper important, c'est le cœur d'un tel échange, d'un débat. Et en réponse, elle a eu l'occasion de compléter, de préciser, de corriger sa manière de dire. Mais l'intérêt ici, c'est d'avoir une vidéo que je mets sur YouTube, qu'on peut partager, qu'on peut regarder. Donc l'intérêt, c'est d'avoir un échantillon taille réelle
de comment se déroule, ou comment peut se dérouler, un échange avec une personne qui tient une thèse et veut la vendre, et le fait à l'aide d'un argumentaire mitraillette. Vous avez pu constater qu'on n'a pas le temps de s'arrêter sur les arguments. Elle vient avec un argument A, je lui explique que l'argument A ne me convainc pas pour telle et telle raison, paf, on passe à l'argument B directement. Et on le fait ça 5-6 fois. Donc au cours de l'heure qu'a duré l'échange, on a passé en revue beaucoup plus d'arguments qu'on ne pouvait en discuter sérieusement pendant ce laps de temps. Et ça, cet effet d'empilement, ce millefeuille argumentatif, il laisse une trace dans le cerveau, après l'échange, qui est que, oh quand même, elle avait beaucoup d'arguments. Et si vous ne faites pas attention à mesurer la qualité des arguments, vous retenez que la quantité, et parfois le cerveau s'en contente, et donc on se dit, oh, il n'y a pas de fumée sans feu. Et cette idée de, il n'y a pas de fumée sans feu, elle est à l'avantage des idées fausses, défendues mal, avec plein d'arguments pourris. On peut imaginer des millions d'arguments pour défendre une idée stupide. Ça ne rend pas l'idée intelligente ou vraie. Et donc c'est le piège du millefeuille argumentatif. Consciemment ou inconsciemment, Annie Lobé échafaude donc un millefeuille argumentatif qui peut piéger tous ceux qui ne feront pas l'effort de se demander quelle est la valeur individuelle de chaque argument. Et ça marche, c'est très efficace. Quand on veut débattre sérieusement d'un sujet, dans le but de se rapprocher de la vérité, on n'évacue pas un argument, on l'évalue. Et donc je pose la question, que vaut l'argument du déficit de mélatonine qui serait dû au passage à l'heure d'été ? Ça vaut quoi ? Que vaut l'argument de l'effet putatif de ce déficit hypothétique sur la prévalence des cancers ? Parce qu'on nous dit que ça peut provoquer ça, mais on se base sur quoi ? Où sont les faits ? Est-il possible que le calcium regagne l'intérieur des cellules durant la nuit ? Ce serait vraiment étonnant. Les enfants d'aujourd'hui sont-ils réellement plus lents que ceux d'avant ? Plus stupides en fait. Que signifient les courbes de naissance et de mort qu'on récupère dans un graphe de l'INSEE ? Qu'est-ce qu'on croit pouvoir en dire ? Mais surtout, qu'est-ce que l'INSEE en dit ? Si les graphes montraient une anomalie, l'INSEE l'aurait dit, ce sont ces graphes. Ça serait quand même énorme que l'INSEE montre un graphe où il y a une anomalie et se taise, ne dise rien. Bon, que dit l'INSEE ? On ne sait pas. Comment Annie Lobé sait-elle que les ondes électromagnétiques détruisent la mélatonine ? Bon. N'avoir aucune réponse à ces questions, après plus d'une heure de discussion, indique qu'il y a un problème. Je n'ai pas été informé par cette dame. Au mieux, j'ai été influencé. Nous n'avons pas éclairci ces points parce qu'Annie Lobé, je crois, ne nous laisse pas le temps d'examiner les arguments, les preuves, les faits, les éléments matériels dont on dispose. Elle est trop attachée à cultiver le soupçon. Elle est tellement sûre d'avoir raison que je crois qu'elle veut brûler les étapes et donc elle ne fait pas une démonstration propre et par conséquent, elle n'est pas crédible et elle n'est pas crue. Et elle va avoir comme réaction de penser que les gens ne veulent pas la croire parce qu'ils sont motivés par ceci ou cela. C'est assez pénible. Lorsqu'on dispose comme ça d'arguments solides et qu'on tient une thèse qui est vraie, alors on doit être en mesure de déployer une démonstration qui est convaincante. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas le fin mot de l'histoire, la vérité absolue sur l'effet des ondes sur les vivants, mais ce que je sais, c'est que la méthode utilisée ici, pour me convaincre, n'est pas une méthode honnête, où on se base sur des connaissances pour établir des relations entre des faits et démontrer une thèse. Ici, on a une succession d'hypothèses, de scénarios, qui s'appuient sur des appels à l'ignorance, sur des interprétations, sur des extrapolations. Et je souligne que la personne qui fait tout ça accuse ses contradicteurs d'être des faux scientifiques, et moi je serais un manipulateur. C'est pas très bon esprit, c'est pas très charitable, c'est pas super engageant. C'est pas gentil. Le plus important pour moi, le message principal que j'aimerais diffuser avec cette vidéo, et je pense l'avoir montré, c'est que lorsqu'on est face à face, en vrai, à quelques centimètres d'une personne qui est très très différente de nous, on peut avoir un échange argumenté, plus ou moins, poli, courtois, on peut se contredire, on peut remettre en question la manière dont la personne raisonne, sans s'insulter. Dans cet échange, qui a duré pas mal de temps, il n'y a pas eu de sarcasme, et il y a eu quasiment, sauf à la fin, quasiment aucune accusation.
Eh ben, un échange où il n'y a ni sarcasme ni accusation n'est pas un échange perdu. Quand on est derrière son clavier confortablement chez soi, on s'autorise parfois à balancer sarcasme et accusation, et je suggère que c'est ça le problème. C'est pas tellement le fait que la personne en face de nous, elle croit un truc bizarre, elle a quand même bien le droit de le faire. Le problème, c'est que on peut rien espérer obtenir si tout ce qu'on a à lui balancer, c'est sarcasme et accusation. Ça marche dans les deux sens, hein, okay, les sceptiques et les croyants. Si votre seule contribution à la conversation est de balancer une blague, une moquerie, vous moquer de la tête des gens, insulter, balancer un gif rigolo, etc., globalement, vous perdez notre temps et le vôtre. Et on a mieux à faire que ça, en fait. Donc, je vous conjure, ne perdez pas votre temps à commenter cette vidéo si c'est pour être mesquin. Parce qu'en plus, on vous lira à peine. Aux autres, je dis merci pour votre temps, votre attention, pour votre soutien, pour les efforts que vous déployez pour aider les uns et les autres et vous-même à mieux comprendre le sujet dont il est question. Je remercie ceux qui vont participer en apportant des sources, en expliquant des choses, plutôt qu'en jugeant, parce que ce sera plus utile pour tout le monde. Bah voilà, j'ai terminé. Alors en commentaire, dites-moi si vous appréciez ce type de format avec des conversations difficiles, si vous avez envie qu'on recommence et si vous avez des suggestions de personnes ou de lieux où on pourrait aller faire ce type d'entretien. Ou sinon on arrête. Parce qu'après tout, on peut aussi faire autre chose. Les possibilités sont infinies. Abonne-toi, à bientôt.